Euh, ouais, c'est toujours bizarre pour moi le moment de se lancer, mais je veux y arriver. Donc pour moi, il y a toujours euh, l'idée que si on mène comme ça des cycles d'ateliers, on est à se balader sur la totalité de la chaîne des différents paramètres qui interviennent simultanément quand on écrit, tout simplement, quand on écrit au plus large, c'est-à-dire quand on oublie toute la technique ou tout ce qu'on peut penser, mais que c'est le texte qui vous appelle et que ça avance, évidemment, c'est la seule instance essentielle principale. Mais dans la totalité de ce qui agit là ensemble simultanément, nous, quand notre responsabilité dans la question de dire qu'est-ce qui travaille, comment ça travaille, pas simplement en tant qu'animateur d'atelier, mais être conscient de ce qui se passe à travers soi, il y a une dimension qui est vraiment importante et qu'on n'a pas vraiment euh, sur laquelle on n'est pas vraiment revenu, disons, depuis qu'on a lancé ce cycle en septembre, c'est le travail du mental. On l'a fait un peu avec Tarkos, mais là aussi, ça mériterait de revenir. Le travail du mental pendant qu'on écrit. Et la semaine dernière, moi, c'est le lien donc, avec ce texte de Georges Perec sur la note, enfin quelques questions me concernant, c'était bien qu'est-ce qui se passe mentalement pendant qu'il écrit, à quoi il gamberge pendant qu'il écrit hors du texte. Et c'est ce point-là que j'aurais voulu intensifier. Et pour moi, là, il y a un auteur obligatoire, c'est Antonin Artaud. Et il y a évidemment ça il y a presque une timidité à se dire, ah, encore Artaud, revenir à Artaud, mais on a déjà écrit avec Artaud, on a fait des choses magnifiques avec Artaud. Oui, mais je vois pas comment il y a euh, là, dans la mesure où j'ai que mes 20 minutes contraintes et que je dois faire de l'express, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pour moi que cette espèce de lieu là où je voudrais qu'on revienne écrire, même si pour certains d'entre vous, mais je suis même pas sûr, si Solange par exemple, on a forcément déjà exploré plusieurs formes là avec ses textes sur les cinémas, avec son description d'un état physique et tout ça, on est revenu. Mais pour moi, Artaud, c'est tellement une présence un petit peu euh, permanente que on a toujours à revalider cette permanence. C'est-à-dire, euh, pour moi, le point d'appui là, pour une telle proposition, euh, c'est que pour nous maintenant, c'est intégrer cette attention au mental, cette attention à ce qu'il y a en amont des mots, en amont du travail même de l'écriture, c'est-à-dire c'est comme un hors-champ, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans le mental nous appelle au langage, nous appelle même au cri, mais ce qui est comme ça en amont de la prise d'écriture ou en amont même de la constitution de l'écriture en mots, sans parler de constitution en phrases. Et évidemment, pour nous, c'est quelque chose qu'on peut chercher tout au long du XXe siècle, euh, qui fait partie de toute façon de ce à quoi on s'est éduqué nous-mêmes de façon consciente ou pas forcément consciente. Disons qu'à la limite, ce travail de conscientisation, ce serait là la justification de revenir. Pourquoi Artaud? Ben, parce que c'est lui qui est la bascule et pour des raisons de empirique, pour des raisons biographiques, pour lui, ce territoire-là était obligatoire. Alors ce territoire, pour moi, c'est ce jeu-là, comme ça, donc du mental en amont de la prise d'écriture, cette montée en tension du mental avant que cette tension organise le surgissement du texte et donc dans des usages qui peuvent être même, en tout cas, qui transcendent la question du genre, de poésie, de prose, de théâtre, de cinéma, et ce qu'on veut. Alors, cette question-là du mental considéré en lui-même, pour moi, par exemple, le point de départ classique, c'est
euh, Baudelaire en écrivant, envoyant les fleurs du mal à Victor Hugo et lui disant Cher maître, vous avez tout écrit, simplement il y a un tout petit truc que vous n'avez pas écrit. Et lui parlant justement de Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, ou bien Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte, et l'ensemble là de la petite poche là de 6, 8 ou 10 poème qui s'appelle Spleen, et Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille serait peut-être le plus emblématique, enfin, ou le plus directement nommant ce truc-là, c'est-à-dire euh, cette part et comment écrire le mental avant même de le constituer en récit ou poésie. Évidemment, on est dans une intersection puisque si Baudelaire écrit ce sonnet Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend, le voici, une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux importants la paix, aux autres le souci. On va faire des concours de vitesse sur Baudelaire, ce serait un bon exercice en se lavant les dents le matin. Euh, c'est effectivement quelque chose où lui est totalement innovant, même si quand on lit les mémoires d'outre-tombe et des trucs comme ça, on voit bien que ces choses-là, c'est toujours dans l'air. Après, pour Hugo, c'est différent parce que Baudelaire, il meurt à 46 ans et que Hugo, avec son frère qui meurt d'affection psychiatrique, avec sa fille Adèle qui j'ai un écho, qui se noie dans la Seine à Villequier. Là, et plus Hugo progresse en âge, plus il va justement s'engager. Si vous relisez La fin de Satan, par exemple, un de ses derniers ensembles de poèmes, on est précisément, uniquement comme ça dans le mental, où lui-même se confronte à cette folie ou ces deuils qui le cernent. Alors, Artaud, elle a besoin là, juste de replacer deux ou trois petits trucs biographiques, même si pour la plupart d'entre vous, c'est du connu et archi connu. Je ne sais pas ce que vous avez comme, hop là, comme édition d'Artaud chez vous. Je vais vous parler des miennes. Euh, il naît en 1894, c'est le parfait plan d'avoir 20 ans en 1914. Dès ses 8-9 ans, il y a des problèmes graves de ne pas supporter la lumière, d'avoir tendance à se cloîtrer comme ça, des névralgies énormes. On est totalement incapable à l'époque de savoir, enfin, d'interpréter ces trucs-là, et même jusque dans les années 70, par exemple, il y avait ces interprétations qui traînaient, par exemple, qu'Artaud aurait chopé une méningite étant enfant, que les méningites à l'époque, bien avant les antibiotiques, bah, on réchappait ou on réchappait pas, et que bah, pour lui, ça avait laissé ce genre de lésion. Maintenant, c'est beaucoup plus, on sait toujours, peut-être Jacques pourra nous éclairer, mais c'est toujours beaucoup plus obscur, c'est-à-dire que ces affections mentales peuvent avoir des surgissements comme ça par symptômes, y compris ceux-là de la catalepsie, de la paralysie, des névralgies et tout ça. Mais ça ne désigne rien que cette survenue progressive des dérèglements, en tout cas tout ce qui concerne l'âge du collège, sixième, cinquième, tout ça. C'est impossible de le scolariser. En 1914, il se présente, il fera 3 semaines de service militaire. Dans l'adolescence, il y a une espèce de rémission, mais il ira même pas à ce qui correspondrait au bac d'aujourd'hui. Mais bon, disons que ça lui fout la paix. Par contre, nous, les indices qu'on a, c'est que quand il est mobilisé en 1914, il est affecté à Grenoble dans les écuries à brasser du fumier, mais même ça, c'est trop. L'armée française considère que ce jeune homme est inapte à tout ce qui est tâche et le renvoie chez lui. Les parents vont avoir, les parents, euh, ils ont relais de, enfin, le père, juste pour situer, la mère est grecque et la grand-mère vit chez eux, ce qui fait qu'à la maison, on parle grec et il y aura des phases dans la folie d'Artaud où il se fera passer pour une personne grecque avec un nom grec et ne parlera que grec. Et le père, lui, il est capitaine d'un bateau de transport maritime à Marseille, c'est-à-dire qu'il revient une semaine tous les 2 mois, en gros. Et
il y aura même des interprétations plus tard. Ah, si le père était marin, forcément, il a ramené de la syphilis, etc. Mais non, il y a jamais. Ça, on a pu faire des tests ADN sur le petit-neveu et tout ça. Il n'y a aucune question. Ça reste quelque chose euh, d'obscur, mais les parents sont, du point de vue-là, irréprochables. Ils l'envoient en Suisse dans un sanatorium. Et ce sanatorium, c'est comme Thomas Bernhard, qu'il faudrait qu'on aille visiter aussi un de ces soirs. J'allais dire, si vous avez lu La montagne magique de Thomas Mann, c'est des espèces de grands court-circuitages de hiérarchie sociale. C'est-à-dire que c'est dans le sanatorium parce qu'il y a, pour Thomas Bernhard, c'est une violoniste et puis je ne sais plus qui, etc. Mais c'est là qu'il va lire Rimbaud, enfin Baudelaire et Rimbaud. En tout cas, Rimbaud, ça va être une espèce de foudre, mais dans ces 2 années, là, 1915-1916 en sanatorium, euh, sans cette formation classique à la langue, enfin, c'est pas une formation classique, mais c'est un contact direct avec l'apprentissage de la poésie, au moins par Rimbaud, mais pas que ça. Ça, c'est le sanatorium qui fait cette espèce de courjus, alors que familialement, ce ne serait pas produit. Ensuite, il est remobilisé et redémobilisé, ce qui, nous, c'est l'indice qu'il n'y a rien de guéri. Il y a une phase où, à Marseille, les parents trouvent un médecin qui, justement, le soigne comme si c'était des trucs de syphilis, c'est-à-dire avec des injections de mercure. Ce qui fait qu'à 24 ans, il pèse plus que 35 kilos. Et là, les parents ont encore le réflexe, c'est de l'envoyer à Paris, chez un toubib qui s'appelle Toulouse. Et là, donc, on est en 1924. Donc, vous voyez, enfin, en tout cas, ouais, en tout cas, 20-22, on est après la. Donc, mais lui, ça veut dire qu'il a déjà 25-26 ans. Et ce docteur a une clinique là, à Saint-Cloud où il prend simplement une dizaine d'adolescents et surtout, il les fait écrire, il les fait travailler, par exemple, à éditer une revue, et ce sera le premier truc d'Artaud, mais qui va être un vrai sauvetage, quoi, et il les envoie seuls dans le grand Paris euh, et faire des critiques, voir des spectacles, et il va être là dans ce cadre-là, c'est-à-dire un, un jeune gravement malade. Il va être accueilli au Vieux Colombier, qui est là en ce moment en train de révolutionner tout le théâtre, quoi. Mais quand il arrive au Vieux Colombier, on prend un jeune en grande difficulté là pour faire les petites tâches et tout ça. Sauf que les petites tâches pour lui, ça va être la révolution là encore énorme. C'est-à-dire que très très vite, si on lit le théâtre et son double, ou tous les textes sur le cinéma. C'est-à-dire ce qu'on découvre là, par exemple, au fois le théâtre, il faut un dispositif acoustique où les autres acteurs sont extrêmement fixes et doivent porter la voix. C'est la salle qui est éclairée avec un lustre, comme on voit encore dans toutes nos salles classiques. C'est dans cette période-là, et en particulier au Vieux Colombier, qu'on utilise par exemple les techniques du cinéma naissant, c'est-à-dire les lampes à magnésium, les poursuites mobiles pour que fixer l'attention sur l'acteur, la salle étant dans le noir, et que le rapport de l'acteur à la profération, au spectateur, bascule du tout au tout. Et c'est dans cette période-là que, toujours pour arriver vite, là, dans les 10 minutes 30 secondes qui me restent, euh, que- qu'on a un premier témoignage, c'est que la nouvelle revue française existe déjà, c'est Gide, c'est Claudel, c'est une espèce d'autorité symbolique, beaucoup plus que, évidemment, que ça l'est maintenant. C'est pas encore acheté par ce bonhomme qui s'appelle Gallimard, qui fera fortune avec les polars et la série noire et qui rachètera cette revue prestigieuse. Et donc le secrétaire principal, c'est Jean Paulhan, et le type qui fait le boulot de secrétariat de rédaction, c'est Jacques Rivière. Et Jacques Rivière, si vous avez ce genre de curiosité, c'était un ami d'enfance et d'adolescence d'Alain Fournier, donc celui qui écrira
le Grand Maune et leur correspondance, par exemple, dans toutes les années de lycée, c'est pour moi un truc où je reviens toujours avec un plaisir monstre. Simplement, Alain Fournier, lui, va mourir là, dans les tout premiers mois de la guerre 14-18. On a retrouvé ses restes il y a juste quelques années. Donc, il ne laisse que, en gros, le Grand Maune, et c'est sa sœur donc qui est mariée avec Jacques Rivière. Ça nous intéresse pas ça, mais ce Jacques Rivière reçoit donc non, il reçoit une lettre d'un type qui lui dit: Bonjour, il y a 3 semaines, je vous ai envoyé des poèmes, vous n'avez même pas répondu, c'est une insulte, etc., etc. Et lui, bon, évidemment, il reçoit des manuscrits par paquet, des jeunes types qui écrivent des poèmes et qui viennent de leur province, c'est tous les jours. Et là, bah, il renvoie une lettre très polie à Antonin Artaud, disant que, cher monsieur, votre truc, ça ressemble pas à des poèmes, votre truc, c'est pas de la prose, c'est pas du récit. Et en même temps, il se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un probablement fragile. Il y a il y a quelques pages qui m'ont touché et que on pourrait peut-être publier un extrait dans la NRF. Et là, il reçoit une lettre d'insulte. Je schématise un petit peu, mais pas tant que ça. La correspondance Rivière-Artaud, maintenant, par exemple, dans le petit NRF Poésie, l'ombilic des lames, le Pesner, elle est toujours mise en préface. C'est totalement extraordinaire parce qu'on a un auteur qui s'explique sur sa démarche avant même d'avoir rien publié. Et Artaud explique que ça ne l'intéressait ça ne l'intéresse pas que ça se constitue comme poésie, ça ne l'intéresse pas que ça se constitue comme un roman ou prose ou récit ou autobiographie. Par contre, lui, il souffre de crises extrêmement violentes et dans ces crises, elle le dépossède de tout. Le mot dépossession, vous verrez, il est dans le petit passage que je vais vous donner. Et dans quand cette dépossession approche, il sait que ça va être uniquement la crise, de se mettre dans le noir, se paralyser comme ça, et que ce truc-là est irréversible, et que par contre, dans les moments qui précèdent cette crise, là, l'appel au langage, pour lui, c'est un appel au secours, c'est l'instance peut-être la plus essentielle comme ça de survie s'il y en a une. Et cette espèce de chose cyclique de la crise, c'est ce qui va définir la vie d'Artaud pour là on est en 24-26 jusqu'en 36, disons les 10 ans d'activité où il va, donc il y a l'expérience du vieux Colombier, c'est écrire des tragédies comme les tragédies, et puis ça l'intéresse plus, c'est écrire des textes qui sont des impros, et puis c'est commencer le cinéma, et puis le cinéma c'est travailler sur des synopsis, et puis ensuite écrire sur des choses qui sont des performances sans synopsis, et puis travailler sur les utopies du cinéma, sur les mouvements, parce que les caméras, on les pousse sur les rails à trois ou quatre avec un qui tourne la manivelle le plus régulièrement. Donc, ils gambergent sur qu'est-ce que serait la miniaturisation du cinéma. Ils gambergent sur le cinéma en couleur. Pour eux, ce serait totalement impossible à imaginer. Ils n'en parlent pas. Mais le cinéma euh, en relief, là, dans une époque où on a plein d'appareils de stéréoscopie, vous savez, avec les petites plaques de verre qui permettent de voir en relief. Donc, c'est qu'est-ce que va nous donner le cinéma en relief? Euh, il va, et quand il commence à jouer au cinéma, je pense que là, vous avez certainement vu des films plus célèbres. Donc, c'est le Danois Dreyer qui vit à Paris et qui qui fait ce film. Alors, ils ont tous les deux, pour eux, le parlant, c'est une trahison, parce que le cinéma est un vocabulaire d'image. Je digresse pas là, on s'approche là de ce que je cherche. Le, c'est inventer une dynamique de récit qui passe uniquement par le jeu des images, le rythme des images, leur grossissement, les gros plans et tout ça. Ça, c'est l'essence de cet art neuf qu'est le cinéma. Si on rajoute la parole, ben, on a du théâtre et ça nous intéresse plus. Et donc, Dreyer avec Artaud tourne donc ce Jeanne d'Arc qui est historique parce que alors que le cinéma est déjà devenu globalement, majoritairement parlant, il tourne un film muet avec uniquement des extraits du journal de Jeanne d'Arc, qui sont des écrits en latin, mais magnifiques, mystiques. Et là, on voit uniquement les visages de tous ceux qui agressent cette actrice italienne là, à qui il rase les cheveux. Mais ça, vous avez probablement ça en tête. Et Artaud sera le seul à être un petit peu le confident de cette Jeanne d'Arc jusqu'au. Évidemment, ça finit pas très bien pour elle. Les flammes sont très belles. Et
et Artaud, disons que dans cette période-là, va être un des acteurs européens les plus célèbres. Il va tourner avec Fritz Lang, avec Abel Gance, et puis d'autres de ce gabarit-là. Et quand il tourne, c'est-à-dire qu'il sait partir par exemple à Berlin et prendre là dans les. C'est-à-dire que ce docteur Toulouse, là, donc, qu'il accueille, il est un des premiers aussi novateurs à dire que les malades ne sont pas responsables de leur douleur. Donc, on leur évite la douleur. Il y a deux moyens de l'éviter. Euh, c'est la morphine et la cocaïne. Et non, la morphine et l'héroïne. Et donc, avant chaque tournage, c'est baisser progressivement la dose d'héroïne. Et puis ensuite, tant que dure, avec Fritz Lang ou les autres, ou Abel Gance, ou Dreyer encore, la durée du tournage, Artaud sera dans un équilibre. Quand on voit sa tête, ses portraits dans les films, c'est hallucinant, d'équilibre, de finesse et tout ça. Et puis ensuite, c'est pour ça que j'aime bien le quarto, auquel j'ai beaucoup de choses à reprocher, mais c'est pas le cas d'en parler ici, où on voit les correspondances avec les toubibs différents, c'est-à-dire que les tournages finis, petit à petit, l'angoisse des crises se rapproche, et comme Nerval, il y a un moment donné où ça rebascule dans la crise et on recommence le cycle avec héroïne, etc., etc. Et évidemment, ensuite, il y a le voyage Mexique, ça, je ne vais pas partir là-dedans. Il y a le retour, et là, les hospitalisations au Havre d'abord, à Villévrard ensuite. Et ensuite, il y a cette chance énorme de pouvoir être justement, c'est ça la question. Est-ce que s'il n'avait pas été l'acteur célèbre et non pas l'écrivain qui avait proposé trois zigouigouis, est-ce que ses amis se seraient mobilisés de cette façon-là? Et là, c'est une histoire de cul, mais oula, qui normalement ne doit pas entrer dans mon budget temps. C'est la- l'épouse du psychiatre Marie-Louise Ferdière qui vit désormais avec Henri Michaud. Et le pauvre Ferdière, désespéré, s'exile de Paris et monte un établissement à Rodez. Et par contre, c'est Michaud, le méchant qui lui a soufflé sa chérie, qui organise, mais avec des Dubuffet, même Picasso, etc., des ventes d'œuvres aux enchères pour payer l'hospitalisation d'Artaud, et puis plus tard jusqu'à sa mort en 47, ce sera toujours comme ça par solidarité qu'ils organiseront des artistes qui trouveront comme ça de quoi éviter à Artaud le plus abject de la misère. Et à Rodez, ce Ferdière qui pratique les électrochocs, la camisole et tous ces machins-là, et il n'y a pas de problème. Tu vois, un électrochoc, c'est pas grand-chose, ou trois, mais ensuite le type il tombe et pendant en gros 3 ou 4 semaines, il est tranquille. Dans les électrochocs, ça marche, mais ça nous regarde, c'est juste un contexte. Par contre, il le laisse écrire, et donc dans les œuvres complètes de cette rassemblées par chez Gallimard, donc il y a 26 tomes. En gros, le tome 1, c'est le Pesner, l'Ambilique des Limbes. Vers le tome 3, 4, on aura les écrits sur le théâtre et les écrits sur le cinéma. Ensuite, on aura des choses, évidemment, sa retraduction du moine de Lewis ou des trucs comme ça. Puis ensuite, ben, du tome 10 au tome 22, c'est justement tous les gribouillages permanents de Rodez. Puis ensuite, ben, à la fin, c'est Van Gogh, le suicidé de la société. Voilà, pour le rappel biographique, mais juste pour installer ce truc-là, que les écrits là, qui sont dans le Pesner, pour lui, ils sont liés à ce qui, de toute façon, s'annonce déjà comme irréversible et incontournable dans la destruction psychiatrique, mais que pour lui, l'écriture, c'est pas écrire depuis la privation et la folie, c'est écrire en amont, avant, c'est écrire pour résister, et que lui, son œuvre artistique, qui est quand même le moine et l'Yogabal et tous ces textes-là, même si petit à petit on voit tout contaminé, mais la hauteur du théâtre et son double ou des écrits sur le cinéma, c'est précisément que dans ce jeu cyclique, dans les moments où il n'est pas dépossédé de lui-même par les crises, eh bien, il n'a que ça, il ne veut écrire que ça.
Et par contre, ça devient un sommet. Voilà, tout ça pour dire que Artaud, par ces conditions-là de jeu, de résister à ces crises, euh, se trouve pour lui l'instance de nécessité de la langue, elle est dans ces questions-là de décrire le mental. Là, je vais passer en partage écran, je vais vous montrer deux petites choses. Je vais me mettre sur mon bureau, ce sera plus simple. Donc moi, il y a très très longtemps que je travaille avec ces choses, ce point-là, avec quelque public que ce soit, voilà le genre de phrase, se retrouver dans un état d'extrême secousse, éclairci d'irréalité, avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel. Et ces jeux-là, comme ça, ou celle que j'avais mis ici, et c'est ça que les mots à mi-chemin de l'intelligence, cette possibilité de penser en arrière, d'invectiver tout à coup sa pensée, ce dialogue dans la pensée, l'absorption, la rupture de tout, et tout à coup ce filet d'eau sur un volcan, la chute mince et ralentie de l'esprit. Et pour chaque fois, il y a toujours des fragments un peu plus longs qui, eux, ces fragments-là, je n'ai visé qu'à l'horlogerie de l'âme, etc., sont le développement intérieur de ces crises. Et on avait travaillé, nous, en atelier, je ne sais plus dans quel cycle, sur celui-ci, la sensation de brûlure acide dans les membres, description d'un état physique. Et ça, voilà, c'est avec ça que je voulais rompre et pour ça que je voulais reprendre. Pour moi, c'est... ouvre-toi, toi, s'il te plaît. Merci. C'est-à-dire, dans la responsabilité, dans un cycle d'atelier d'écriture, de faire entrer le public, quel qu'il soit, cette question du mental avant le langage, pour moi, elle est de toute façon aussi obligatoire que de travailler sur monologue, sur dialogue, sur les objets ou sur ces trucs comme ça. C'est l'amont, là, c'est l'amont de la chaîne. Et par contre, si on prend le quarto, ça n'a aucun intérêt, ces textes-là, parce qu'ils sont rassemblés, ils ont été comprimés en 4 ou 6 pages. Dans l'édition, la NRF Poésie, c'est respecté, mais la transcription exacte du Pesner, le Pesner, ça a été une petite plaquette de poésie éditée artisanalement à 160 exemplaires, mais qui a suffi à ce qu'il soit, par exemple, respecté des surréalistes et pendant un temps qu'il fasse partie là, du groupe de recherche des surréalistes. Ça se présente dans le livre comme ça. Et là, j'ai pris les 5 pages principales qui, pour moi, retourne la littérature comme un gant, c'est-à-dire sur la belle page, sur la page de droite, c'est-à-dire la page numérotée impair. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le numéro de page. Ils l'ont peut-être supprimé dans l'édition à ce moment-là, peu importe. Il y a une notation comme ça extrêmement brève qui est où j'en suis et qu'est-ce qui se passe mentalement. 29, je me donne encore 2 minutes. En sommeil, nerfs tendus tout le long des jambes. Le sommeil venait d'un truc. Et en vis-à-vis, c'est-à-dire en amont, sur la page de gauche, donc la page, ce qu'on voit d'abord, ce qu'on lit d'abord, c'est ce qu'on prend comme ça en belle page, mais en face, il y a une sorte de développement, et ça, il le refait. Si c'est pas un hasard, quoi. C'est-à-dire la phrase que j'ai lue tout à l'heure, se retrouver dans un état d'extrême secousse, etc. Et en amont, une sorte de commentaire. Mais dans le commentaire, on trouve ce genre de phrase, et tout à coup, ce filet d'eau sur un volcan, la chute mince est ralentie de l'esprit. Euh, Là, pareil, la phrase qui reste comme ça, qui nomme de très loin, Michaud refera ça aussi par exemple dans L'infini turbulent, une espèce de déperdition constante du niveau normal de réalité. Et si on vient dans la cave, eh ben, à ce moment-là, il me faudrait qu'un seul mot, parfois un simple petit mot sans importance. Et ça, là, moi, je ne l'ai jamais proposé, je l'ai jamais travaillé de cette façon-là, et je voulais qu'on l'essaye. Donc ma justification, donc le PDF, je vais vous le mettre, mais vous voyez, un pouvoir à cristalliser inconsciemment le point rompu de l'automatisme, à quelque degré que ce soit. Et puis, de l'autre côté, en amont, sous cette croûte d'os et de peau qui est ma tête, il y a une constante d'angoisse, non, comme un point moral, etc., etc., comme la dépossession de ma substance vitale. Et voilà, ça, c'est ce que je voulais vous proposer. Je ne l'ai jamais utilisé de cette façon-là. Je vous mets le PDF ici. Je l'envoie, waouh, d'un seul coup.
Déconnexion, un texte a été diffusé. Non, voilà, Noël, ça y est, il est diffusé, le voici. Alors, ce que je voulais vous proposer, moi, je vous dis que pour moi, il y a deux justifications. Il y a une justification pour nous d'avoir toujours à être conscient de ce qui se passe dans cet amont des mots et pouvoir saisir ces phrases qui sont des phrases de réveil ou des phrases de rêve ou des phrases quand on est flottant, ou ce rapport au mental, c'est ce qu'on va noter dans un petit carnet. Et de travailler sur ce jeu où il y a la phrase, et puis, une fois cette phrase étant donnée, de revenir en arrière et d'en faire une sorte de commentaire qui, lui, peut être plus long, peut être en prose, etc. Et la question qui me justifie là, bon, on est pas mal à animer des ateliers d'écriture. Je suis peut-être le seul qui n'aille plus sur le terrain faire des ateliers, mais utiliser ces questions-là du mental, évidemment, on peut le faire avec des tas et des tas d'autres points de départ, mais Artaud, pour cette question biographique, était le premier à s'en saisir, et ça transcende, je vous dis, aussi bien le théâtre que le cinéma, etc. Euh, voilà, alors moi, quand je bosse avec quand je bossais avec des gamins, par exemple, là-dessus, euh, c'est-à-dire travailler sur cette instance de la crise ou de la dépossession, c'est une autre responsabilité qu'on prend. Nous, on est des grands, on est des adultes, on peut y aller beaucoup plus franco, on sait ce qui se passe quand ça va mal, mais ce qui va mal, ça peut être tiens, une fille qui fait un restaurant à Chaumont-sur-Loire et qui dit zut, j'ai raté ma mousse au chocolat, et elle a envie d'aller se pendre, quoi. Mais non, c'est pas ça. Pour d'autres, par contre, ça peut être un crash en bagnole, et puis on voit, tiens, oh, l'aile qui se redresse, oh, la vitre qui explose, oh, ça va être mon tour. Et on n'en revient pas de cette espèce de ralenti, même si après, un truc comme ça. Puis après, vous avez le gamin de quatrième qui va venir vous revoir. Ah ouais, quand je me suis pété la tête avec mon skate, tu crois que je peux en parler de ça, monsieur? Bah oui, mon gars, vas-y. Mais de mettre une condition immédiatement, c'est-à-dire que l'événement référentiel, il n'existera pas dans le texte. Et ça, pour moi, c'est le seul jeu où là, je m'arrête par rapport à Artaud, c'est-à-dire dire, on a un outil pour entrer dans le mental et la protection qu'on va se donner, le garde-fou au sens là vraiment littéral du terme, c'est que ce qui provoque la crise, il est interdit de l'évoquer dans le texte. Et en atelier, ben, souvent ils y arriveront, mais tu auras une blouse blanche qui passera, etc. Et là, tu pointeras. Non, si tu enlèves, tu n'as plus que le journal du corps. Est-ce qu'il y a de la sueur dans les mains? Est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on a une logorée ou au contraire, est-ce qu'on en silence? Est-ce qu'on part marcher au hasard dans la ville ou est-ce qu'on se bloque dans le truc? Et pour moi, la proposition, là, qui est toujours la même, c'est dire mentalement, enfin, biographiquement, on a chacun au moins deux ou trois ou quatre ou cinq ou pas plus de moments comme ça où on s'est senti, où il y a eu des possessions de nous-mêmes. Point à la ligne. Ça a duré un quart de seconde ou ça a duré 3 semaines ou un burn-out d'un an. Ça, c'est chacun que ça concerne. De toute façon, on n'en discutera pas, on s'en servira pas. C'est pareil. Là, quelqu'un qui monte en scène pour jouer de la musique ou jouer du théâtre, dans la fraction de seconde où paf, ça y est, ça part, la dépossession, elle est là. Une crise de rire, la dépossession est pareille. Et là, ça dure une fraction de seconde, mais le moment où on se met à jouer, théâtre ou musique, c'est pareil, cette petite fraction de seconde, elle est aussi ce qu'on peut explorer. Et moi, c'est le seul truc, se dire la source que vous allez utiliser, d'un moment où pour vous, on doit s'en expliquer, parce que dans cette dépossession, il y a ce qui signe la forme et je dirais, la dimension d'arrachement de votre langue. Voilà, là, il faut que j'arrête, mais à vous chacun donc d'aller chercher ce moment. Justement, on peut y aller sans tricher, puisque de toute façon, vous ne décrirez rien. Et de toute façon, les conditions du récit
les conditions référentielles n'existeront pas dans le texte. Par contre, le journal du corps, les dimensions physiques des mains, des yeux, des perceptions et tout ça, et évidemment l'appel à la langue, ben là, c'est ce qui va rester et c'est ce qu'on va écrire. Et si vous pouvez entrer dans ce jeu d'aller chercher, en se concentrant sur cette fois où pour vous, il y a eu euh, où ces instants ou ces périodes où pour vous, il y a eu des possessions, euh, s'il y a une phrase et une seule, en une ligne et demie ou en deux lignes, où là, vous voyez, là c'est une ligne, là c'est presque deux lignes, et si je descends là, on a trois lignes et demie. Savez-vous ce que c'est? Cette phrase-là, comment aller... Aujourd'hui, ce soir, on n'écrit qu'une seule phrase. C'est-à-dire se concentrer sur cet instant où il y a eu dépossession, violente ou pas, c'est pas la question. Euh, les conditions, évidemment, c'est simplement à vous d'en décider, mais c'est de jouer. Comment rejoindre cette phrase dans l'aporie qui décrit cette dépossession, qui s'installe et qui fait mémoire de cette dépossession. Et puis, une fois que cette phrase est trouvée, eh ben, allez-y pour descendre dans la cave et revenir là, explorer le mental sur qu'est-ce qui se passe sous cette phrase. Non pas raconter l'accident de mobilette, mais ce qui se passe du point de vue de l'appel au langage. Voilà, en mode express, ce que je voulais vous proposer ce soir. Mais pour moi, c'est vraiment important de donner un coup de gong, hein, d'entrer dans euh, cette, ouais, l'amont du langage, quoi. Ce qu'il y a en amont de la prise d'écriture. Voilà, il est temps que je m'arrête. Alors, pour Annick, la jeune nouvelle, vous m'envoyez par mail le texte à partir de entre 20h15 et 20h30, de façon à ce qu'à 20h30 pétante, on soit en discussion, lecture ensemble. Parfait, merci. Courage!